Les images de vidéosurveillance enregistrées ce jour-là nous amènent dans une rue résidentielle de Wembley, au nord-ouest de Londres, où l'on aperçoit Deborah Mi-Kwen-Chong, 67 ans, une femme qui marche seule près de chez elle dans ce décor calme de Chaplin Road. À première vue, la scène paraît presque trop ordinaire pour retenir l'attention parce que Deborah avance simplement dans son quartier, comme elle l'a probablement fait des centaines de fois auparavant, sans courir, sans se retourner, sans donner l'impression qu'elle se sent menacée. Mais ce qu'on ignore tous à cet instant, c'est que dans les heures qui vont suivre, les caméras enregistrent d'autres images beaucoup moins innocentes. Des images qui nous dévoilent la vérité, l'horreur et l'impensable. Deborah Mi-Kwen-Chong, que beaucoup appellent simplement Deborah, est une femme de 67 ans originaire de Malaisie. Installée depuis longtemps à Londres, dans une maison de Chaplin Road, à Wembley, un quartier du nord-ouest de la capitale britannique, où elle mène une vie relativement discrète, entourée de quelques connaissances, de voisins avec qui elle s'entend bien, de membres de son église et de personnes qu'elle accepte parfois d'aider ou d'héberger. Deborah est décrite comme une femme profondément chrétienne, très attachée à la religion, capable de parler longuement de spiritualité, de politique, de charité et de solidarité, mais elle est aussi décrite comme une femme parfois excentrique, parfois difficile à suivre, troublée dans ses idées parce que derrière sa gentillesse et sa générosité existe une fragilité mentale, réelle, connue de certains proches et prise au sérieux par les services médicaux dans les mois qui précèdent sa mort. Elle souffre de schizophrénie. Et dans la période donc qui précède cette affaire, son état semble se dégrader suffisamment pour inquiéter son entourage. Qu'est-ce qui inquiète ? Eh bien, par exemple, elle écrit au prince Charles, futur roi Charles III, ainsi qu'au Premier ministre Boris Johnson. Des courriers dont le contenu n'est pas perçu comme menaçant, mais suffisamment étrange pour attirer l'attention d'un service chargé d'évaluer certaines fixations autour de personnalités publiques. En fait, dans l'esprit de Deborah, certaines croyances prennent une place de plus en plus forte. Elle pense par exemple notamment entretenir un lien particulier avec le prince Charles, qu'elle croit pouvoir communiquer avec lui à travers YouTube. Et même si ça semble difficile à comprendre de l'extérieur, faut retenir, c'est important, que Deborah se trouve dans une période où sa perception du réel est fragilisée, où elle devient plus influençable, plus vulnérable aussi. Malgré ça, Deborah reste une femme active, présente dans son quartier, attachée à son église, capable d'échanger avec les autres, de recevoir du monde donc chez elle, de se montrer généreuse, parfois jusqu'à l'excès. Et c'est justement cette générosité qui va devenir l'une des failles les plus tragiques de cette histoire, parce qu'elle ouvre sa porte à des personnes qu'elle pense sincères. Elle croit à l'aide spirituelle, elle croit à la bonté humaine, et elle ne mesure pas toujours le danger que peuvent représenter ceux qui repèrent cette vulnérabilité. Au printemps 2021, alors que son état mental inquiète davantage, des professionnels de santé lui prescrivent des antipsychotiques. Mais Deborah se plaint rapidement des effets secondaires de ces antipsychotiques, notamment sur son sommeil et son appétit, ce qui renforce l'impression d'une femme déjà fragile qui traverse une période difficile avec des repères instables, des décisions parfois impulsives et une capacité de jugement probablement altérée. Personne ne s'attend à ce qui va suivre, puisqu'après le 11 juin, Deborah ne réapparaît plus, ne répond plus au téléphone comme avant, ne se montre plus dans son quartier et son absence commence à inquiéter les personnes qui la connaissent, notamment son logeur, parce que même si Deborah peut être excentrique ou imprévisible, sa disparition soudaine ne correspond pas à un simple départ organisé dont tout le monde aurait été informé clairement. Une personne dans l'entourage de Deborah
fait circuler cette rumeur que Déborah serait partie, mais que c'était prévu qu'elle voulait prendre du temps pour elle. 2 semaines d'inquiétude pour arriver au 27 juin 2021. Ce jour-là, des vacanciers qui se promènent près de Salcombe, à plusieurs kilomètres de là où vit Déborah, découvrent un corps humain abandonné dans une zone boisée. Une vision d'horreur parce que le corps est en état de décomposition avancée, quasiment nu, et surtout, il est retrouvé sans tête. Tête qui sera d'ailleurs retrouvée un petit peu plus loin, dissimulée dans la végétation. Emergency. Hi, I just found a body. Oh, go ahead, caller. What's your emergency? I just found a body. Right, okay. A body, is it... Are they breathing? No, they're dead. They look like they've possibly been there like a few days or something, with some flies and stuff. Right, okay. Bear me a second. Let's pop this on. What's the road? Yeah, what road are you on? I'm in Salcombe. You're in Salcombe, sorry. Let me have a look. I can populate, hopefully, where you are. So, Bennett Road, are you quite near the harbour? We're up from North Sands Beach. Hang on, just a quick Google map. Oh, okay, yeah, so I can see North Sands Bay. Road. Bennett Road, yeah, you are on Bennett Road. La victime est identifiée. Il s'agit de Mi Kuen Chong. Vous l'avez compris, c'est Déborah. Les légistes ne peuvent pas établir la cause exacte de la mort à cause de la décomposition avancée du corps, mais ils relèvent des fractures au crâne, aux côtes, des éléments qui suggèrent une agression violente. Cette découverte, c'est l'horreur absolue. C'est l'horreur absolue et il faut absolument découvrir ce qui s'est passé. Pour ça, les enquêteurs vont faire le tour du voisinage, ils vont interroger les gens, sa famille, et surtout ils vont visionner des images de vidéosurveillance du quartier, notamment les jours précédant la découverte du corps. Mais pour ça, eh bien, il faut remonter et remonter encore à plus de 2 semaines facilement. C'est là qu'ils arrivent au 9 juin 2021, la caméra qui filme Déborah dans son quartier de Chaplin Road, près de chez elle. Dans ces images, Déborah Mi Kuen Chong marche près de sa maison, mais ce sont ses dernières traces de vie. Alors les enquêteurs continuent de guetter les images du quartier, voir ce qu'il s'y passe. Et là, ils sont interloqués par une silhouette. Une silhouette a priori féminine qui porte un haut gris, un bas sombre, un bonnet et un masque chirurgical. Rien de fou parce qu'on est dans la période du Covid, mais cette femme, c'est ce que comprennent les enquêteurs, tire 2 valises. Une grande valise et une un peu plus petite. Et elle a l'air de galérer. Elle a l'air d'avoir du mal à tirer ses valises. Ils en restent là. Ils gardent ça dans un coin de leur tête. Ensuite, les enquêteurs vont être interpellés par le témoignage d'un homme, c'est un mécanicien qui a entendu parler de la découverte du corps. Et il a vu passer l'appel à témoins de la police dans les différents journaux. Cet appel à témoins demandant à quiconque aurait vu quelque chose d'étrange de se manifester. Et lui raconte qu'il a été appelé quelques jours avant la découverte du corps à quelques kilomètres de la zone pour venir en aide à une voiture dont le pneu avait crevé. Il est intervenu sur le véhicule et il a remarqué un comportement étrange, une confusion dans les explications de la femme qui conduisait cette voiture et une odeur inhabituelle qui sortait du coffre de la voiture. Il donne la marque et l'immatriculation de ce véhicule. Il s'en souvient, c'est une Volvo grise. Alors les policiers, avec cette information, vérifient la plaque d'immatriculation et s'aperçoivent que cette voiture est une voiture de location. Alors ils se rendent à l'agence qui confirme que, effectivement, ce véhicule a bel et bien été loué à ce moment-là par une femme, une certaine Gemma Mitchell. Où est-ce qu'elle habite, cette Gemma Mitchell ? Il se renseigne et il découvre qu'elle vit à Brondesbury Park. Et pile devant chez elle, devant l'entrée de sa propriété, il y a une caméra de vidéosurveillance. Alors les enquêteurs regardent cette caméra pendant de longues heures. Les enregistrements durent, et pam, le 11 juin 2021.
Qui est-ce qu'on voit sortir de chez elle avec une valise bleue, habillée de la même façon que les fameuses images vues précédemment pas très loin de chez Deborah? Jemma Mitchell. Regardez, à 6h15, elle quitte son domicile de Brondesbury Park avec cette grande valise bleue et sur ces images, on la voit donc tirer ce bagage sans difficulté particulière, ce qui donne l'impression d'une valise vide, très légère, comme si elle partait en voyage ou comme si elle allait récupérer des affaires chez quelqu'un. Elle prend la direction de Wembley, vers la maison de Deborah. Elle porte un masque, un bonnet. On a vraiment l'impression qu'elle cherche à masquer son identité. Toujours est-il qu'elle arrive chez Deborah, qu'elle va y rester plusieurs heures avant d'en ressortir avec 2 valises ce coup-ci. On imagine qu'elle avait peut-être la deuxième à l'intérieur de la grande quand elle est partie de chez elle, puisque celle-là est plus petite. Et la suite de son trajet est enregistrée. Encore une fois, on la voit galérer avec ses valises. Elle appelle plusieurs compagnies de taxi. Elle attend, elle avance, elle s'arrête. Elle semble chercher, elle reprend la route jusqu'à arriver chez elle aux alentours de 16h15. Ce n'est pas tout parce qu'on a une dernière image de Jemma Mitchell dans l'hôpital de la ville. Elle se rend à cet hôpital avec un doigt cassé. Et lorsque les médecins lui demandent ce qui lui est arrivé, elle explique qu'elle se l'est coincée dans une portière de voiture. Alors c'est qui cette Jemma Mitchell? Quel est son lien avec Deborah? C'est une femme de 38 ans qui est née en Australie, qui a grandi entre l'Australie et le Royaume-Uni, qui a suivi des études en sciences humaines au King's College de Londres, puis s'est formée à l'ostéopathie, un parcours qui lui donne des connaissances en anatomie, en neuroanatomie et en manipulation du corps humain. Elle a aussi exercé en Australie comme ostéopathe, mais lorsqu'elle revient au Royaume-Uni, elle n'est pas officiellement enregistrée auprès de l'organisme qui permet d'exercer légalement ce métier en Grande-Bretagne, ce qui signifie qu'elle ne peut pas reprendre une activité classique d'ostéopathe quand elle est ici, et qu'elle se retrouve dans une situation professionnelle beaucoup plus floue, avec des revenus incertains, des ambitions difficiles à concrétiser, et une dépendance croissante à un projet immobilier familial. Ce projet, on va en parler, c'est la grande maison de Brondesbury Park, là où elle vit à Wellesden, avec sa mère, Hilary Collard, une propriété qui vaut potentiellement plusieurs millions de livres sur le marché londonien, mais qui dans la réalité quotidienne ressemble beaucoup moins à une demeure luxueuse qu'à un chantier interminable, encombré, abîmé, envahi par des cartons, des objets, des matériaux de construction et des pièces inachevées. Jemma et sa mère ont voulu en fait transformer cette maison, ajouter un étage, refaire des espaces, peut-être créer quelque chose de plus grand, de plus rentable ou de plus conforme à leur vision. Mais les travaux ont tourné au cauchemar, notamment parce qu'elles auraient été victimes d'entrepreneurs malhonnêtes et parce que des centaines de milliers de livres ont été engloutis dans un chantier qui n'avance pas du tout comme prévu. Ce qui aurait pu rester un problème immobilier devient peu à peu une obsession pour Jemma. Elle parle de cette maison constamment. C'est
comme un projet existentiel pour elle. Elle imagine des espaces transformés, elle veut terminer les travaux, elle veut redonner de la valeur à la propriété, elle veut peut-être aussi prouver qu'elle n'a pas perdu le contrôle. Mais pour terminer ce chantier, il lui manque une chose essentielle. Et cette chose, c'est de l'argent, et de l'argent disponible immédiatement. Deborah et Gemma se rencontrent autour de l'été 2020. En fait, elles fréquentent la même église au moment où Deborah cherche probablement du soutien de la compagnie, tandis que Gemma se présente, elle, comme une femme croyante, instruite, capable d'aider, capable de soigner, capable de guider et peut-être même capable d'apporter à Deborah une forme de guérison dont elle pense avoir besoin. Petit à petit, les deux femmes échangent, se rapprochent, se parlent très souvent, et Deborah semble accorder à Gemma une confiance particulière. Elle voit en cette nouvelle amie une personne pieuse, une femme qui peut comprendre sa foi et ses fragilités, mais aussi parce que Gemma semble parfaitement savoir comment s'insérer dans cette relation en utilisant les bons mots, les bonnes références et les promesses qui peuvent toucher Deborah. Lorsque les deux femmes parlent ensemble, évidemment, la maison de Gemma revient régulièrement sur le tapis. Parce que ce chantier, vous l'avez compris, c'est une préoccupation constante, et Deborah, bien fidèle à son tempérament généreux qu'on a présenté, finit par proposer son aide, et une aide considérable puisqu'elle lui propose une somme de 200 000 livres qui pourrait permettre à Gemma de relancer les travaux, de sortir de l'impasse et de remettre sur pied ce projet qui l'obsède depuis des années. 200 000 livres, c'est énorme. Et de son côté, pour Deborah, cette proposition peut s'inscrire dans une logique d'entraide, de charité chrétienne, d'amitié et peut-être même d'une mission spirituelle. Tandis que pour Gemma, cette somme représente bien davantage qu'un simple prêt ou un simple geste amical, puisqu'elle incarne peut-être la solution à toute une période d'échec, d'humiliation et de blocage autour de cette maison qui vaut très cher sur le papier, mais qui reste, à ce moment-là, inutilisable dans les faits. Cependant, il va y avoir un problème, puisqu'à mesure que les jours passent, Deborah commence à changer d'avis, ou du moins elle commence à reculer. En fait, elle observe la situation de Gemma. Elle comprend en fait que la maison demande des sommes colossales. Deborah est malade, c'est vrai, mais à certains moments, elle a des épisodes de lucidité. Et elle estime que ce projet n'est pas raisonnable. Elle finit d'ailleurs par le dire à Gemma. Elle lui dit « Tu ferais mieux de vendre la propriété, de te débarrasser de tout ce désordre que tu as accumulé et de profiter de la vie, plutôt que de continuer à t'acharner sur un chantier sans fin. » Quelques jours avant sa mort, Deborah envoie à Gemma des messages qui montrent très clairement qu'elle ne veut plus s'engager dans cette aide financière, qu'elle se sent stressée, qu'elle trouve la situation illogique et qu'elle ne souhaite plus que Gemma vienne chez elle tant que la maison n'est pas vendue. Ce qui revient dans les faits à fermer la porte à cette somme de 200 000 livres, que Gemma semblait vraiment espérer. Elle en avait parlé à sa mère. Tout converge dans cette histoire vers Gemma Mitchell, parce qu'elle est la personne qui a un mobile financier. C'est la personne qui voulait l'argent de Deborah. C'est la personne qui a été filmée en allant chez elle avec une valise vide et en ressortant avec une valise beaucoup plus lourde, avec une deuxième valise aussi. C'est aussi la personne que l'on voit à l'hôpital qui s'est comme par hasard blessée au doigt. Elle raconte encore une fois qu'elle s'est coincée le doigt dans la portière de la voiture, mais on commence à avoir des doutes. Les policiers décident alors de se rendre chez Gemma pour aller perquisitionner chez elle. Et lors de cette perquisition à son domicile, ils vont retrouver des éléments extrêmement compromettants, notamment un faux testament, des papiers appartenant à Deborah. C'est ça en fait qu'elle transportait dans la deuxième valise. Ainsi que la grande valise bleue qui est retrouvée sur le toit d'une remise voisine. Il trouve aussi un torchon taché de sang associé à Deborah. Police! Hello there. Hello, how are you? Yeah, good. There's no answer. Sorry, what's your name? Sorry, we're asleep. Are you Gemma? Yeah, I am. Okay, Gemma. Just put your arm a second. Sure, sure. Come on a second. Sorry, can I ask Gemma, do you want to come out? Yeah, sure. Yeah, I just want to see them. Hand just so see your hands. Alright, Gemma, at this moment, I'm arresting you on suspicion of murder.
Okay, you don't have to say anything, but you may hold your defence. Do you want to mention one question, something which you later rely in court? Anything you do say may be given evidence, okay? Once we're in the cuffs, Am I allowed to? I'll go explain everything to you, okay? Should I get some Yeah, shoes? sorry. Then? What? If you want to one mum sec. inside. Who's inside at the moment? Mother. Your mother? Hillary, Okay. is it? If you want to... Oh, can someone lift that up? Yeah. Let's step back inside. Is anyone else inside? Just your mum? Yeah. There is someone else inside, No, or just that's your just mum? my mum, yeah. Alright, do you want to... Should I bring her out, or... Bring her in Bring her in? for a minute. Well, yeah. we're just going to come in for a sec, okay? Sure. Gemma est arrêtée, elle est arrêtée début juillet 2021 et face aux accusations, elle ne donne aucune explication, elle préfère garder le silence, elle refuse de reconnaître les faits et laisse les enquêteurs reconstruire eux-mêmes le chemin de la valise, des documents, du corps et du mensonge. Mais les enquêteurs ont compris. Pendant environ 2 semaines, le corps de Deborah est resté dans la maison de Gemma. Elle a raconté aux voisins de Deborah que Deborah avait décidé de prendre du temps pour elle, mais qu'elle allait revenir. C'est elle, en fait, qui a fait courir cette rumeur du départ volontaire de Deborah. Le 26 juin 2021, c'est là que Gemma loue le véhicule, le break Volvo gris. Elle prend la route vers le sud-ouest de l'Angleterre en direction du Devon, une région côtière très éloignée de Londres où elle transporte cette grande valise bleue. Le procès s'ouvre à l'Old Bailey en octobre 2022 et l'accusation présente une thèse aussi simple que glaçante. Gemma Mitchell a tué Deborah Mi Quenchong parce que cette dernière a retiré son offre de lui donner ou de lui prêter 200 000 livres. Puis elle a transporté son corps dans une valise. Elle a conservé son cadavre pendant environ 2 semaines. Elle a abandonné Deborah dans le Devon et fabriqué un faux testament pour s'emparer de son patrimoine. Point final. L'accusation insiste aussi sur la formation de Gemma, sur ses connaissances anatomiques, sur sa capacité à comprendre le corps humain. Ça lui a servi dans son meurtre. La défense de Gemma, son avocat, tente évidemment de créer un doute en rappelant qu'il n'y a pas d'image du meurtre. Il n'y a pas d'arme clairement identifiée. Alors oui, c'est vrai, on voit Gemma porter une grosse valise, mais ça ne prouve rien. Ça prouve pas qu'elle a tué Deborah. Mais pour les jurés, l'affaire devient alors une question d'accumulation parce qu'il faudrait vraiment croire à une série de coïncidences presque impossibles pour innocenter Gemma. Le 27 octobre 2022, après avoir entendu les preuves, vu les images, les analyses, les messages, entendu les arguments des 2 parties, le jury reconnaît Gemma Mitchell coupable du meurtre de Mi Quenchong et ce verdict confirme la lecture de l'accusation selon laquelle Deborah a été tuée pour l'argent qu'elle avait refusé de donner. Le lendemain, Gemma Mitchell est condamnée à la prison à perpétuité avec une période minimale de 34 ans, avant toute possibilité de libération. Une peine qui reflète à la fois la préméditation, la vulnérabilité de la victime, le traitement du corps, puisque je rappelle qu'elle a été décapitée, la falsification du testament et l'absence de remords montrés par Gemma. Cette audience marque aussi l'histoire judiciaire britannique parce qu'elle fait partie des premières condamnations pour meurtre filmé dans une cour criminelle en Angleterre et au Pays de Galles. Et l'image de Gemma Mitchell dans le box, silencieuse, face au juge, contraste fortement avec l'image qu'elle avait essayé de projeter auparavant, celle d'une femme croyante, instruite, spirituelle et capable d'aider les autres. À ce stade du procès, il y a une question qui est posée, et cette question, vous vous la posez certainement. Qu'en est-il d'Hilary Collard, la mère de Gemma? Était-elle au courant de ce qu'avait fait sa fille? Rien dans l'enquête n'a permis de prouver que la mère était au courant de quelque chose. C'est vraiment l'ombre de cette affaire. Pourtant, je vous rappelle qu'elle vivait dans cette même maison familiale, quotidiennement. Après le procès, Hillary Collard va continuer d'ailleurs à défendre sa fille, allant jusqu'à affirmer qu'elle ne croit pas une seconde à sa culpabilité. Ça laisse planer un vrai mystère sur son rôle dans l'affaire, sans évidemment l'accuser puisque rien ne prouve qu'elle a fait quoi que ce soit. Le juge insiste sur la froideur du crime, sur le fait que Deborah était une femme vulnérable qui avait offert son amitié et sa générosité, sur le caractère calculé du faux testament, sur la dissimulation du corps et sur la manière dont Gemma a continué à mentir après la mort de celle qu'elle appelait son amie.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé, alors évidemment dans une moindre mesure, je l'espère, de faire confiance à quelqu'un, d'accorder votre confiance, votre générosité, je sais pas, de faire un prêt, de proposer vos services et d'être vraiment déçu? Alors là, je sors évidemment de ce contexte horrible, mais c'est une question que je vous pose et j'ai envie de connaître votre réponse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Est-ce que vous avez déjà été déçu par quelqu'un que vous pensiez être votre ami? On en parle en commentaire. Je vous retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut!